Alors, je ne sais pas si tout le monde est là. Donc, je disais tout à l'heure qu'on excusait Fred Humbert qui passe son oral pour son concours et puis Denis qui est en intervention avec des stagiaires. Donc, du coup, je vais me charger de faire l'animation de ce jeudi du RNSPF. Et donc, je suis Marie Sancy, la nouvelle collègue au CREPS de Dijon sur le pôle numérique. Donc aujourd'hui, le thème est tourné autour de la FEST et donc je vais laisser Paul Santelman et Laurent Duclos se présenter rapidement avant qu'on rentre dans le concret un petit peu de ce qui nous intéresse. Donc l'idée, c'est qu'ils fassent déjà une présentation voilà, du concept et tout ça, et puis on essaiera de faire des questions un petit peu plus après la présentation, ou voilà, sinon vous levez la main et puis on donnera la parole sans souci. Donc peut-être Paul, si tu veux te présenter. Oui, donc moi je suis maintenant consultant en ingénierie des compétences. J'ai toute une période assez longue à l'AFPA où je travaillais sur la prospective, sur l'analyse des métiers, sur les compétences transversales, sur la FEST, enfin bref, sur tout ce qui constitue le lien entre les systèmes de formation et les systèmes de travail, pour synthétiser. Ok, Laurent. Alors moi, je m'appelle Laurent Duclos, je suis chef de projet à la DGEFP et j'ai initié il y a quelques années l'expérimentation nationale sur les formations en situation de travail, à l'issue de laquelle, alors Paul faisait partie d'ailleurs du comité scientifique et technique de cette expérimentation à l'issue de laquelle nous avons écrit dans la loi un certain nombre de dispositions qui sont maintenant dans le Code du travail, voilà, sur cette modalité formative, sachant que la loi du 5 septembre 2018 a défini pour la première fois l'action de formation. L'action de formation n'était pas définie antérieurement dans la loi, qui déterminait les conditions de réalisation d'une action de formation, mais pas l'action en elle-même. Et la loi du 5 septembre donc, a défini l'action de formation et prévu différentes modalités de cette action de formation, dont la modalité en situation de travail. Voilà. Par la suite, il y a eu un décret, mais avec Paul, on vous expliquera un petit peu comment tout ça fonctionne. Ok. Vous voulez que je partage le PowerPoint du coup? Oui, oui, oui. Ok. Tac. Alors, est-ce que tout le monde voit bien? Oui. Voilà, donc je vous laisse la parole. Bon, alors, comme je disais, on va passer à la slide suivante, peut-être. Merci. Donc, les dispositions les plus importantes et d'ailleurs les plus discutées autour de l'action de formation en situation de travail sont issues d'un décret d'application en date du 28 décembre 2018 et définissent les conditions de mise en œuvre de la FEST autour de 4 points principaux que je vais commenter tout de suite et assez rapidement. Et assez simplement, j'espère, parce qu'il y a beaucoup d'exégèse autour de ce décret et c'est en fait pas très compliqué, quoi. Alors, qui dit qu'on va former en situation de travail, dit aussi qu'on va un peu connaître ce à quoi on va former. Et pour le connaître, il faut l'analyser. Donc, c'est le premier point du décret. La formation en situation de travail se développe à partir d'une analyse de l'activité de travail. Voilà. Et alors, il est précisé que il s'agirait d'adapter le travail à des fins pédagogiques, parce que une dimension importante de cette histoire-là, c'est que le travail n'est pas nécessairement apprenant. Pour qu'il le devienne, il faut peut-être réaliser quelques aménagements pour que l'apprenant puisse profiter notamment des ressources qu'il a dans son environnement, organiser une progression des apprentissages, par exemple, d'ailleurs à titre essentiel, avant de se lancer dans une opération de cette nature. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comme l'action de formation en situation de travail maintenant est reconnue au titre de la formation formelle,
C'est une action de formation de plein droit. Et qui dit formation, dit formateur. Donc, il faut désigner un formateur. Alors, ce que ne dit pas le décret, qui est quelque chose de très important, c'est qui sera formateur dans cette histoire. C'est laissé au libre choix des parties. Alors après, c'est peut-être pas très bien rédigé ce qu'on a fait là, mais on précise que ce formateur peut exercer une fonction tutorale. L'intention au départ était de dire que les entreprises ne partaient pas de rien et que déjà en leur sein, il y avait un certain nombre d'acteurs qui, grosso modo, pouvaient mettre en œuvre une fonction de cette nature, dont les tuteurs, dans le cadre, par exemple, du contrat de professionnalisation, et qu'on pouvait très bien transformer un collègue, un père, un chef ou un tuteur en formateur à FEST. Alors, ça suppose évidemment, pour que les choses soient bien faites, de former le formateur. Ça, c'est quelque chose qui est ouvert à l'ingéniosité des parties et aux ressources dont ils disposent pour ce faire. Le troisième point du décret, et le point le plus important, c'est un point qui a nécessité des discussions entre tous les experts qui nous avaient accompagnés dans cette expérimentation, les pédagogues, les cliniciens de l'activité, les didacticiens professionnels, et on a retenu de toutes ces discussions autour des projets que l'on suivait, autour d'opérations de capitalisation qui étaient notamment réalisées par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Voilà sur quoi ils s'entendaient. C'était quoi la base d'accord entre toutes ces parties. Alors, c'était de dire que, par exemple, dans une activité, quand on a un problème, on peut difficilement le résoudre, ce problème, sans élever le niveau de conscience de la personne et de la situation qui a pu ou dans laquelle ce problème a pu être rencontré. Et donc, pour ça, il faut mettre les choses en perspective, il faut s'interroger sur ce qu'on a fait, parce que quand on travaille, tout est un peu implicite. Alors là, il faut arrêter de travailler, en fait, hein, il faut rendre les choses plus explicites, jeter un regard là-dessus et être accompagné pour ce faire, d'où ces fameuses phases réflexives. Voilà, alors moi, je n'étais pas très partisan qu'on écrive ça dans le décret parce que phase réflexive, ça inquiète un peu les gens, quoi. Le terme important dans le décret, c'est qu'il y a des phases de mise en perspective qui sont distinctes des mises en situation de travail. Et alors, l'originalité de la FEST, c'est que le matériau pédagogique, il est produit à l'occasion de ces mises en situation. C'est parce que la personne ou l'apprenant est mise en situation, fait quelque chose, ça laisse des traces, on peut regarder ce qu'il fait, on peut regarder le produit, le service qu'il a rendu, on peut, par divers procédés, collecter des traces de cette activité qui deviennent le matériau à partir duquel, effectivement, on met cette activité en perspective. Voilà, pour l'utiliser à des fins pédagogiques et, accessoirement, analyser ce qui s'est passé par rapport à une référence qu'on aurait sur ce qu'il conviendrait de faire. Alors, cette question de la référence, elle est essentielle, non pas tellement parce qu'elle constituerait un juge de paix, mais plutôt parce qu'elle constitue un élément de discussion. Comme disait un des didacticiens professionnels qui nous a accompagnés dans cette expérimentation préalable à l'écriture de la loi et du décret, c'est mieux quand les référentiels sont bien fichus, mais souvent, ça n'est pas le cas, quoi. Et ça n'est pas très grave. Le but du jeu, c'est qu'il fasse parler et qu'il soit une espèce de point fixe à partir duquel s'organisent les discussions pour savoir comment on va progresser dans les apprentissages et les consolider. Ce sur quoi tout le monde était tombé d'accord, d'ailleurs, c'était que c'est cette phase réflexive qui permet d'expliciter les choses, évidemment, mais surtout de consolider les apprentissages. On devient compétent parce que cette mise en perspective ou la perception qu'on peut avoir de son action est plongée dans un contexte plus large, voilà, parce qu'on prend pleinement conscience de la chose. Alors ça, c'est vraiment la grosse condition. Alors, vous avez des acteurs qui sont un peu comme Monsieur Jourdain dans la pièce de Molière qui dit « Ah oui, mais la FEST, en fait, ça n'est que des apprentissages sur le tas, un peu organisés, mais nous, on fait ça depuis 40 ans, en fait, sans le savoir. On vient de découvrir l'eau tiède, là. » Et puis, ce sont les mêmes qui nous disent accessoirement « Bon, c'est très bien votre truc, mais nous, on n'a pas besoin d'analyser le travail, on sait très bien quoi faire. »
Et puis, ce truc de phase réflexive, c'est un peu trop compliqué. Non, non, il faut qu'on puisse faire comme on faisait avant. Bon, alors, on voit bien, ce n'est pas toujours de très bonne foi, quoi, ces choses-là. Non, non, c'est vraiment un point dur et un point extrêmement important. La productivité, si je puis dire, des apprentissages ou l'efficacité de la formation, elle tient vraiment au fait que ces étapes, qui sont des étapes minimum en fait de la mise en place d'une AFES, puissent être respectées. Et puis enfin, il y a une quatrième dimension, mais qui est une dimension classique. Si on veut développer des compétences, ben, il faut s'assurer qu'elles le soient à un moment donné, qu'on a pu progresser en la matière. Et donc, une formation, ça suppose des évaluations. Alors tout ça, dans le point 3 et dans le point 4, vous voyez, il y a des choses qui sont au pluriel. On a d'ailleurs souligné des phases réflexives au pluriel, des mises en situation au pluriel et des évaluations au pluriel. Ça suppose que la FES, ce n'est pas one shot. Vous faites quelque chose et puis on regarde et on dit c'est bien ou c'est pas bien. C'est progressif, c'est réitératif, on y revient. Et d'ailleurs, il n'est pas dit que ces phases réflexives, elles soient systématiquement après qu'on ait été mis en situation. Si c'est réitératif, si on y revient plusieurs fois, eh bien, on peut discuter pendant qu'on agit, avant d'agir ou après les mises en situation, c'est selon. C'est un peu implicite dans l'exposé du décret, mais ça s'ensuit assez logiquement, précisément, de la nature réitérative de ces démarches. Le but du jeu de ces différentes dispositions était, comme je l'ai dit avec mon monsieur Jourdain, d'éviter ce qu'on appelle la dévolution didactique complète, c'est-à-dire le report sur l'apprenant du soin de se débrouiller tout seul en fait dans ses apprentissages. C'est une espèce de cliquet là qu'on a installé dans la réglementation pour le coup différencier clairement la formation formelle, et son caractère formel est donné par le point 3 du décret, de ce que sont des apprentissages ordinaires, incidents ou sur le tas, qui peuvent porter aussi ou représenter dans certaines activités, mais Paul pourrait peut-être en parler, certains dangers, parce que, comme vous le savez, si le travail n'est pas forcément apprenant, on peut quand même produire de la performance en travaillant, mais on peut prendre aussi de très mauvais plis en travaillant. Et si on prend un mauvais pli, ben, ça a des conséquences sur la santé, ça a des conséquences diverses et variées qu'il faut analyser et que d'ailleurs, un bon dispositif AFEST permet de mettre à plat précisément pour que la personne prenne de bons plis lorsqu'elle développe des compétences et pas des mauvais plis. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Voilà en substance ce qu'on a cherché à dire dans l'écriture de ce décret en 4 points, qu'on a voulu simple parce que c'était ce que réclamaient notamment les partenaires sociaux qui étaient partie prenante dans cette expérimentation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on promeut une modalité de formation un peu nouvelle, accompagnée de préconisations de méthodes, ce qui n'est pas toujours le cas par rapport à d'autres modalités, c'est-à-dire que finalement, il y a une exigence plus forte par rapport à la FEST que par rapport aux stages mis en œuvre par les organismes de formation, où là, bon, on laisse l'organisme se débrouiller des méthodes. Donc, c'est un point qui est pas inintéressant. Il y a un présupposé pédagogique, en fait, là-dedans, qu'il n'y a pas dans la FOAD, par exemple. La FOAD, c'est dire, bah, on peut former à travers une tuyauterie, si je dis les choses un peu méchamment, mais il n'y a pas de présupposé pédagogique. Et on s'aperçoit d'ailleurs, les acteurs s'aperçoivent aujourd'hui, et notamment à l'occasion de la crise sanitaire qui a précipité les choses en la matière, que la formation à distance, bah, voilà, elle ne se suffit pas à elle-même. Derrière, il faut un peu de pédagogie et la question la reste ouverte. À l'inverse, comme dit Paul à l'instant, dans la FEST, on a glissé, aussi bien parce qu'on a travaillé beaucoup avec des spécialistes de la chose, un présupposé pédagogique. Et c'est d'ailleurs peut-être ce qui gêne un certain nombre d'acteurs. Ok. Certaines personnes ont des questions sur cette première slide? Non?
la deuxième slide, alors je suis désolé, c'est un petit dessin que j'ai fait. Elle est en anglais, mais c'était pour un exposé que j'ai fait devant l'OCDE il y a peu de temps sur les AFEST. L'idée aussi était d'exposer auprès des pays membres de l'OCDE la différence qu'on pouvait faire entre l'AFEST comme formation formelle et d'autres types d'apprentissage qu'on peut réaliser dans l'entreprise. Alors, voilà. Donc, l'AFEST, elle a lieu dans l'entreprise. On est dans le cadran en haut à droite. Et c'est vraiment de la formation, ce n'est pas simplement des apprentissages que pourrait réaliser seul dans son coin la personne qui travaille. Et il fallait préciser aussi que cette dimension formelle, elle ne renvoie pas à toutes les classifications dont on dispose au plan international, qui en fait ne sont que la paraphrase des différents milieux. Voilà. Le formel égale le scolaire, on va dire, pour faire vite dans ces classifications. Or là, le formel est lié grosso modo à l'articulation des deux processus que j'ai décrits tout à l'heure, un processus de mise en situation où la personne produit des données de référence pour la formation et un processus qui lui permet, grosso modo, de mettre ces informations en perspective en les rapprochant d'un référentiel. La dimension formelle, elle est dans ces deux étages, si je puis dire, ou ce cadrage didactique de la formation AFEST. Et puis, il y avait une petite statistique là qui est très intéressante aussi, c'est-à-dire que depuis, il y a une enquête européenne qui s'appelle l'enquête CVTS, qui est entretenue en France par le CEREC, le Centre d'études et de recherche sur l'emploi et les qualifications, qui a lieu tous les 5 ans. Et on voit dans cette enquête que les formations en situation de travail partout en Europe gagnent du terrain. Elle concerne à peu près 70% des entreprises en Allemagne, 70% des entreprises les mettent en œuvre, et dans les pays du Nord. Et le seul endroit en Europe où ces formations ont régressé, avant d'ailleurs que la chose ne soit formalisée, c'est la France, un pays dans lequel 20% à peine des entreprises mettent en place des formations en situation de travail, et on espère, alors que la plupart des acteurs socio-économiques réclament cette histoire-là depuis longtemps. Et on espère que cette tendance un peu malheureuse, va s'inverser. Surtout que, autre statistique intéressante, la France est le pays le plus plaintif en matière d'inadéquation des compétences. Les entreprises se plaignent souvent, voilà, de trouver sur le marché du travail des gens qui n'ont pas les compétences qu'elles attendent. Et on devrait se rappeler à la lecture du Code du travail que la formation tout au long de la vie est une obligation nationale, ce qui signifie que c'est l'obligation d'un peu tout le monde, y compris des entreprises, en l'occurrence, et qu'elles peuvent, à travers cette modalité formative et avec un savoir qu'elles ont, elles, œuvrer directement à une meilleure adéquation des compétences. Ce que, semble-t-il, leurs homologues étrangères avaient très bien compris avant elles. Voilà. Alors, on avait ciblé l'expérimentation sur les petites entreprises parce qu'on voit dans cette enquête simplement 8% d'entre elles recourent à ce type de procédé formatif, alors que 18% des entreprises de plus de 250 salariés y recourent habituellement en France. Alors là, je ne sais plus, ça doit être le CVTS de 2010, parce que la FEST avait, les formations en situation de travail avaient un peu quand même prospéré en 2015 en France dans cette enquête. Voilà ce que dit cette slide. Elle identifie bien le moment où la FEST intervient, voilà, et elle n'est pas un apprentissage sur le tas. Voilà, c'est la principale différence avec des pratiques qui ont pu se développer chez nous. Voilà. C'est l'accélération des transformations du travail qui permet d'avoir aussi cette réflexion. C'est-à-dire, si le travail était resté pareil pendant des décennies, on aurait eu finalement un système de formation qui réédite à l'identique les situations, alors qu'aujourd'hui, on voit bien que les opérateurs de formation ont du mal à suivre les transformations du travail, les innovations, les nouvelles organisations, qui créent finalement une dynamique où il y a nécessité d'intégrer, d'insérer dans l'entreprise, dans les situations de travail, cette dimension apprenante. Donc, c'est bien l'évolution du travail qui booste
cette démarche-là, et non pas une invention pédagogique qui tomberait du ciel. On peut peut-être passer à la slide suivante. Il n'y en a pas beaucoup, hein, il n'y en a que 3-4, je vous rassure. Voilà, alors bon, ça c'est un peu l'explication, je ne sais pas si c'est la peine de s'appesantir là-dessus. C'est une redite par rapport à ce que j'ai pu dire sur les deux phases alternées et articulées qui constituent le cœur du parcours pédagogique en AFEST, avec quand même, je le rappelle, cette mention qui était importante, l'idée que dans les phases réflexives, on n'est pas là pour papoter, dire « bon alors, tu as trouvé ça comment, ce que tu as fait, etc. » On doit vraiment mobiliser des traces de ce qui s'est effectué pour pouvoir en discuter. Alors, à travers tout support, hein, voilà, il y a plein de techniques. Les entretiens d'explicitation sont une technique. On peut convoquer des enregistrements, diverses inscriptions, le produit lui-même, voire des résidus. Vous avez une activité qui produit des scories et leur analyse peut être tout à fait intéressante pour l'espace industriel notamment, pour juger de ce qui a pu se faire au regard de ce qui pouvait être attendu. L'idée aussi derrière, c'est que la phase réflexive, c'est vraiment elle qui non seulement permet d'ancrer les apprentissages, mais de faire l'expérience de quelque chose. On peut avoir l'expérience de tas de trucs, traverser des situations, quoi, mais toute la question est de savoir ce qu'on en fait pour l'après. C'est-à-dire que quand un incident viendra, quand une situation nouvelle se pointera, etc., comment on pourra s'arc-bouter sur ce qu'on a progressivement appris pour faire face à la nouveauté. Alors ça suppose aussi derrière, et c'est le mouvement réitératif, que la FEST, c'est un point très très important, où que les organisations du travail puissent faire droit à quelque chose qui soit de l'ordre du droit à l'erreur ou du droit à l'essai. Alors, ce n'est pas très codifié, ça, en droit. Il y a les partenaires sociaux dans un accord national interprofessionnel de 2013. L'article 1 de cet accord relatif à la qualité de vie au travail avait mis comme premier principe de la qualité de vie au travail précisément ce droit à l'essai et à l'erreur. Donc, il est fondamental en ce qui concerne l'aménagement d'une parenthèse formative dans l'exécution du contrat de travail sur la modalité de AFEST. Et bon, voilà, c'est, je dirais, une condition sine qua non. Or, il y a plein d'espaces productifs où cette question est un peu compliquée, y compris pour des raisons de sécurité. Et donc, ça veut dire qu'il y a des contextes, et Paul va sans doute, enfin, va développer la chose, il y a des contextes qui sont plus ou moins accueillants pour mener à bien des actions de formation en situation de travail. Et dans la FEST aussi, la nouveauté par rapport à d'autres solutions de formation, c'est que la partie amont, la partie diagnostic, et notamment diagnostic de faisabilité, est une partie extrêmement importante qu'il ne faut absolument pas zapper, faute de quoi, évidemment, vous allez assez rapidement dans le mur lorsque vous entreprenez ce genre de chantier. Paul, est-ce que tu veux compléter? Oui, bon, on peut passer à la slide suivante, puisque finalement, ça a disparu. Oui, oui, ce que je disais, c'est que toutes les entreprises ne sont pas situées de la même façon par rapport à la faisabilité d'AFEST. Hein. On a besoin certainement d'avoir une sorte de typologie de situations qui sont plutôt favorables aux AFEST, notamment toutes les activités qui sont difficiles à reconstituer par un organisme de formation. Bon, on avait des indices déjà dans l'apprentissage, dans l'alternance. On voyait bien que les organismes de formation, par rapport à certaines mises en situation, étaient un peu en difficulté et avaient besoin que l'entreprise se substitue à elle. Mais là, il s'agit quand même d'être beaucoup plus rigoureux dans la définition
de ce qu'est finalement ces situations de travail qu'il est nécessaire d'organiser de telle façon à ce qu'on puisse constituer une action de formation. On a toutes les activités qui sont liées au contexte de travail ou impactées par le travail en équipe, les échanges, les interactions. Donc, on voit bien que la dimension collective du travail est un élément important de conception des AFEST, ce qu'un organisme de formation ne parvient pas forcément à reconstituer, notamment le fait que l'apprentissage d'un métier peut se faire en liaison avec l'exercice d'autres métiers. La dimension collective du stage, par exemple, c'est tout le monde apprend le même métier, mais il y a plein de métiers qui s'exercent en réalité en liaison, en interaction avec d'autres métiers. Là, l'entreprise offre un cadre qui est beaucoup plus optimisé par rapport à une situation d'apprentissage. Donc voilà, il y a évidemment ce que j'évoquais tout à l'heure, le fait que les évolutions techniques, les nouvelles organisations de travail, les innovations, l'introduction de nouvelles techniques, toutes ces dynamiques-là nécessitent finalement à ce que l'entreprise soit équipée pour pouvoir associer ces évolutions-là à un développement des compétences des salariés concernés. Donc, on voit que ces situations-là sont favorables à la mise en place d'actions de formation en situation de travail. Les nouveaux métiers qui sont en train d'émerger en lien avec les innovations techniques ou organisationnelles ou avec des enjeux comme l'environnement, on voit bien qu'il y a beaucoup de métiers qui sont en train de bouger avec les enjeux environnementaux, avec les règles finalement d'écologie. Là encore, il est plutôt judicieux d'intégrer ces enjeux-là dans des processus de formation intégrés dans le travail, plutôt que de les mettre en œuvre dans des organismes de formation plus éloignés. On a aussi les activités qui nécessitent de mobiliser du matériel, des produits coûteux, fragiles, que les opérateurs de formation n'ont pas la possibilité, sur laquelle ils n'ont pas la possibilité d'investir. Donc voilà, on peut lister donc toutes les situations favorables. Et puis il y a des situations qui sont moins favorables à la FEST, même s'il est tout à fait possible de développer des actions de formation en situation de travail dans ces entreprises, mais c'est toutes les activités qui relèvent du travail prescrit, c'est-à-dire où il y a une grande stabilité dans les process de travail, où il est plutôt facile pour un organisme de formation de reproduire l'activité et les tâches. Ce sont aussi toutes les activités qui sont invariantes, qui sont peu impactées par les innovations techniques, procédurales et autres. Celles qui nécessitent un minimum de ressources matérielles, techniques ou pédagogiques. Donc, on voit bien que l'appareil de formation va être tenté, va être obligé de se replier sur ce qui ne bouge pas beaucoup. Et on va devoir être beaucoup plus attentif à la façon dont les entreprises qui sont en mouvement, comment ces entreprises sont en capacité d'intégrer des fonctions formatives. Moi, je pense que les AFEST, c'est un élément important d'impulsion de la formation intégrée au travail, c'est-à-dire la possibilité, ou en tout cas l'intérêt pour l'entreprise, d'identifier, de repérer leur potentiel formatif, ce qui est sous-développé en France. Les pays où les entreprises ont beaucoup plus mobilisé autour des formations en situation de travail, ce sont aussi les pays où l'apprentissage était beaucoup mieux développé, beaucoup plus équilibré entre les opérateurs de formation et les entreprises elles-mêmes, des pays comme l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark. Les salariés
avaient une culture de transmission des savoirs que les entreprises françaises, dont les entreprises françaises sont moins porteuses. Et puis, il y a les activités dangereuses qui, évidemment, là, nécessitent peut-être de mettre en place des préformations en centre avant de confronter les apprenants à des situations qui pourraient être réellement dangereuses en situation réelle. Donc, ça suppose quand même que les accompagnateurs des AFEST soient porteurs d'une véritable ingénierie de formation ancrée dans l'analyse des situations de travail. Ce qui n'est pas la culture à la fois de l'appareil de formation, donc qui a perdu pied un peu dans la façon d'analyser le travail pour des finalités, des objectifs de formation, et ce qui n'est pas non plus la culture des entreprises qui a historiquement beaucoup externalisé ses fonctions formatives. Et là, il y a vraiment un travail de fond à faire avec le monde de l'entreprise parce que spontanément, et on l'a vu à travers l'expérimentation, les entreprises étaient un peu déboussolées par rapport à ce qu'on leur demandait de mettre en œuvre. Ce qui est intéressant dans l'expérimentation, c'est que, à part 2 ou 3 situations un peu compliquées, il y a eu une adhésion importante des employeurs et des salariés autour de cette expérimentation qui permettait de discuter autour du travail. Il y a eu des échanges tout à fait intéressants. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a réfléchi dans ces entreprises à ces formations en situation de travail, ça les a amenés à réfléchir sur leur process, sur la qualité de leur activité, sur les dysfonctionnements. Bref, à embarquer une réflexion tout à fait intéressante qui était nécessaire pour pouvoir avoir une action de formation en situation de travail qui soit réellement judicieuse, pertinente et permettant d'avoir l'adhésion et l'engagement des salariés. Parce que si les salariés ne sont pas engagés dans une affaire comme celle-là, si c'est uniquement une injonction qui vient de l'employeur, ça ne peut pas vraiment marcher. Là, ce qui était vraiment intéressant, c'était ce que Yves Clos pourrait appeler la controverse sur le travail. C'était une occasion de mettre à plat les façons de travailler. Si tu veux compléter, Laurent. Oui, non, non, je crois qu'on a fait un peu le tour des risques et des opportunités à FEST en fonction des univers. En tous les cas, ce que je disais tout à l'heure, ça milite pour un préalable toujours à la mise en place d'une AFEST qui est l'évaluation du potentiel des situations en matière formative et voilà, de la faisabilité de l'action. Ça, c'est quelque chose d'assez essentiel. Ça implique beaucoup d'objectifs différents. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas penser que la FEST, c'est une modalité qui serait un peu standardisée. On peut avoir des AFEST qui ont des objectifs extrêmement différenciés, des choses assez courtes et des choses beaucoup plus longues, des choses séquencées dans le temps. Bref, il y a réellement une grande diversité de situations en fonction des objectifs et en fonction des tailles d'entreprise, en fonction de beaucoup de paramètres, du type d'activité. Donc, c'est un élément tout à fait important d'investigation. Alors, moi, je pense un peu aux branches professionnelles qui pourraient effectivement avoir un investissement sur l'ensemble des éléments qui sont favorables au développement des APES, mais aussi, je prends un ministère comme Jeunesse et Sport, hein, qui maîtrise finalement un secteur d'activité, et ce serait intéressant de faire un peu une recension de tous les éléments qui pourraient être favorables à la mise en œuvre des APES avant de s'y lancer. Ça c'est une difficulté, hein, c'est-à-dire que très curieusement, dans les discussions qu'on a eues avec
les représentants du monde socio-économique. Ils ont dit, ah oui, alors, mais comment on va se saisir de ça? C'est-à-dire que spontanément, ils ont cherché la petite bête et pas vu les libertés que leur offrait le décret. Et ce que nous, on a dit, c'est que bon, bah, finalement, c'est à vous d'imaginer les meilleures façons de le faire. Et les conditions qu'on pose pour qu'une action de formation puisse recevoir la qualification d'AFEST, avec toutes conséquences de droit, en matière de financement notamment, du côté des OPCO, qui prennent en charge le plan, qui mutualise le plan de développement des compétences des entreprises de moins de 50. Alors ça, c'est un exemple de canal de financement possible pour les AFEST. Voilà, on leur disait il faut respecter les 4 conditions, pas très compliqué. Ça suppose que vous fassiez un certain nombre de choses qui rendent l'opération, je dirais, profitable à chacun. Mais pour autant, vous avez complètement la liberté d'organiser ça parce que ce n'est pas à nous de décrire vos activités, les contraintes qui s'y attachent, les environnements que vous connaissez mieux que nous, dans lesquels un apprenant et des formateurs peuvent puiser un certain nombre de ressources. Voilà. Et il y a eu un espèce de paradoxe. C'était, ah oui, oui, on veut quelque chose de simple, on fait quelque chose de simple et d'ouvert. Et après, on dit, bah alors, patron, comment on fait maintenant, quoi? Bah, non, le patron, il ne sait pas, quoi. Enfin, si le patron, c'est l'État, en l'occurrence. C'est aux acteurs de voir eux-mêmes et de faire leur propre diagnostic. Alors après, qu'est-ce qui fait qu'une AFES, c'est mieux qu'autre chose? Alors ça, si l'environnement et les situations, comme dit Paul, sont favorables, c'est pas très compliqué. J'ai des savoir-faire qu'on ne peut pas apprendre ailleurs. J'ai pas d'OF à proximité pour faire un boulot classique de formation. J'ai un problème de disponibilité des compétences. J'ai un problème d'accessibilité des compétences, c'est-à-dire que pour que je puisse profiter d'une compétence, il faut que les choses se développent dans une intimité avec la tâche et le travail. Voilà, donc ça c'est pour ça la FEST, c'est pas mal. J'ai un espace très spécifique où la compétence collective, c'est moi qui la détiens et elle n'est pas ailleurs. Et donc, je suis, si je veux, moi, augmenter mon potentiel, un acteur parfaitement désigné pour me débrouiller tout seul en matière de montée en compétence de mes salariés. Vous voyez, il y a plein de… Voilà. Et alors, ce qu'on peut montrer, c'est qu'effectivement, dans ces conditions-là, le coût d'acquisition de la compétence, comme on dit en économie, baisse considérablement. C'est-à-dire que la FEST peut être d'un très haut rendement en contrepartie comment dirais-je, de la formalisation qu'elle nécessite, qui est quand même une dépense. Donc, il y a des dépenses de formalisation de l'action d'un côté et des rendements associés qui peuvent être des rendements très importants, a fortiori pour toutes les activités voilà, qui peuvent être logées un peu dans la matrice que Paul vous a proposée à l'instant. Par exemple, le développement des polyvalences, des pluricompétences dans un collectif de travail, c'est vraiment une affaire qui correspond bien à une AFEST. Hein. L'appropriation du numérique, bon, dans un collectif de travail, c'est important vraiment que le collectif de travail s'en empare et que ce ne soit pas uniquement une implémentation externe de l'usage du numérique par des consultants qui ne vont pas prendre le temps d'analyser vraiment les activités de travail. Les fameuses compétences vertes que j'évoquais tout à l'heure avec les enjeux environnementaux, on voit bien que la transformation des métiers confrontés effectivement aux enjeux environnementaux, c'est vraiment une affaire qui doit être portée par le collectif de travail et qui doit amener le collectif du travail à mettre en place justement des démarches formatives intégrées. Donc, il y a plein d'exemples qui montrent que la FES, c'est vraiment porteur d'une dynamique de changement du travail, mais aussi une dynamique de transformation du rapport au savoir. Alors, pour me rapprocher enfin de l'univers qui est le vôtre, peut-être dire deux choses à la fois sur la jeunesse et sur le sport. Alors sur la jeunesse, je pense notamment à la jeunesse fâchée avec les formats scolaires. La FES, c'est pas mal, d'autant que ce que nous disent les chercheurs du CEREC notamment, c'est que quand on prend des décrocheurs
Et quand on imagine pour eux un retour rapide à l'école, généralement, ça pèse négativement sur leur trajectoire d'insertion ultérieure. Il vaut mieux qu'avant de retourner à l'école, si c'est opportun de le faire, ils fassent l'expérience de quelque chose. Alors d'un travail, c'est très très bien, mais pour en faire l'expérience, il faut, comme je le disais tout à l'heure, dans le cadre de la FEST, mettre un peu les choses en perspective. Alors souvent, c'est les gens qui les accompagnent, ces jeunes, qui peuvent les aider à le faire. Et la FEST, pour ça, ça peut être pas mal, à la fois pour réconcilier avec ou rendre curieux ou créer un appétit chez ceux qui sont fâchés avec l'école. On l'a vu dans l'expérimentation, des usages un peu acrobatiques de la FEST, par exemple, sur les savoirs de base, mais en situation de travail, dans des structures d'insertion par l'activité économique, qui ont produit de très bons résultats, et notamment de très bons résultats sur les salariés en insertion par rapport à leur appétit vis-à-vis de la formation. Voilà ce que je pourrais dire d'une part. Et pour le sport, c'est plus… on va organiser un colloque là autour d'un numéro spécial dans lequel d'ailleurs Paul et moi avons écrit d'éducation permanente sur cette question, un colloque au CNAM le 15 octobre prochain. Et là, le colloque sera sans doute inauguré par des gens qui travaillent à la fois dans des CFA, mais qui par ailleurs sont rugbyman. Alors pourquoi? Parce que le numéro de la revue s'appelle AFEST, cadrage et débordement. Et voilà, ceux qui connaissent un peu le rugby voient quelle référence on peut faire en la matière. Et donc, l'idée, c'est de montrer comment cette histoire d'AFEST, elle peut être très importante pour la raison qu'a indiqué Paul sur les collectifs, précisément dans les sports collectifs. C'est pour ça qu'on va faire appel à eux. Et ça renvoie à quelque chose qu'avait bien montré pour séparer deux mondes John Dewey, qui est l'un des inventeurs du pragmatisme américain, qui a écrit un ouvrage en 1916, ouvrage magistral et majeur, qui s'appelle Démocratie et éducation. Et alors, il séparait deux mondes. Lui, Dewey, si je puis dire, c'était un militant de la FEST avant l'heure. Il disait qu'il fallait rapprocher le développement des capacités de leur objet et précisément reprochait à l'école standard de ne pas savoir le faire. Et alors, il prenait une métaphore sportive ou l'exemple du sport là-dedans pour séparer un monde de la préparation où il faut toujours attendre avant que la capacité qu'on développe puisse rencontrer son objet. Attends, passe ton bac d'abord, quoi, grosso modo. Ce qu'il appelait le monde de la préparation, du monde qu'il appelait de ses voeux, dans lequel il y avait effectivement une rencontre entre l'objet et le développement de la capacité. Et alors, il comparait ça à la gonflette. Voilà, c'est comme si, à un moment donné, les sportifs étaient en préparation complète et totale tout le temps. Donc, ils se font un corps pour le sport, mais ils ne le pratiquent pas. Voilà. Et ça dure, c'est-à-dire cette perspective préparative ou préparatrice. Et puis, tout d'un coup, ils sont parachutés sur un terrain de foot, dans une activité d'athlétisme ou dans une piscine, accessoirement sans avoir appris à nager. Ils ont le corps qu'il faut pour être des champions, mais grosso modo, n'ont jamais été confrontés ni à l'environnement, ni à la pratique, ni au collectif constitué autour de cette pratique. C'est très amusant le développement qu'il a sur cette question-là, et ça m'a amusé à mon tour de pouvoir vous en faire part. Pour revenir, une question. On nous demande de décrire une situation d'AFEST. Alors moi, celle que je connais le mieux, c'est celle que je développe auprès de mes collègues au ministère, mais c'est un peu particulière. Je monte des actions de formation en situation de travail, alors de façon complètement clandestine, en fait, pour les amener à développer leurs compétences sur l'expression du besoin de l'administration dans la rédaction des appels à projets. Vous voyez, c'est très, très précis. Et donc, comment on peut ensemble, c'est une activité administrative, l'administration commande des choses par appel d'offres, comment améliorer l'expression du besoin de l'administration en matière d'évaluation de politique publique, pour être encore plus précis. Donc voilà
un exemple que je pratique de développement des AFES. Donc, vous voyez, l'AFES, c'est un truc, c'est pas que pour les nuls, pour les travaux manuels, quoi. Vous voyez, l'AFES, ça peut être aussi quelque chose de parfaitement recommandable. Et d'ailleurs, un certain nombre de business schools s'en saisissent pour former des cadres sup et des intellos à des situations de management, par exemple. Donc, des exemples, vous en avez pas mal dans le rapport qui figure sur le site du ministère du Travail, parce qu'on avait demandé à tous ceux qui avaient déployé des expérimentations dans le cadre de cette expérimentation nationale de décrire en fait ce qu'ils faisaient. Alors, un exemple intéressant, par exemple, c'est une AFEST qui est montée sur comment je fabrique des sacs. Je suis un sous-traitant d'Hermès, des sacs en crocodile. Alors là, l'élément concret, c'est que le crocodile, ça coûte une blinde, comme dit l'autre, et donc on ne peut pas le gâcher. Et donc l'entreprise a été obligée de s'organiser pour apprendre aux gens à travailler cette matière tout à fait spéciale, sans trop de rebut. D'où ma question d'ailleurs des rebuts tout à l'heure comme moyen d'analyser aussi la façon dont on progresse en compétences. Donc celui qui, à un moment donné, va travailler sur ce matériau qui est la peau de crocodile, sa progression en compétences se mesure aussi au fait qu'il y a de moins en moins de déchets dans son boulot. Et donc, il a fallu à cette entreprise, autour d'un problème qui lui était propre, qui était le coût de l'intrant, le matériau est très très cher, s'organiser pour pouvoir, et là pour le coup sur des chutes, c'est-à-dire ce sont ce que les salariés compétents laissaient comme chute de crocodile, c'est sur ces rebuts qu'ont travaillé les apprenants au départ avant de pouvoir être mis véritablement sur la fabrication de sacs, de bottes, de choses en crocodile. Et donc, ça a été, toute l'organisation était tournée autour de cette gestion du matériau. Voilà un exemple d'AFEST dans laquelle, compte tenu du contexte, il y a une attention particulière à un point déterminé de la production. Ok, on a une question de Florent Gobard. Oui, merci Marion. Bonjour, déjà je tenais à présenter mes excuses, je suis arrivé en retard, alors si ça se trouve j'ai posé une question à côté de la plaque, mais c'est pas grave, je la fais quand même. Et ces situations, elles sont forcément avec tout le groupe de stagiaires, ça peut être par petits groupes, ça peut être individuel, comment ça où tout est possible, comment ça fonctionne concrètement? Tout est possible, c'est à vous de le savoir, ça dépend de l'activité. De quel métier s'agit-il? De quoi s'agit-il? Si c'est une équipe de foot, la feste, c'est tout le monde. Hein. Mais ça peut être aussi quelques-uns dans un coin. C'est d'ailleurs un entraînement, qu'est-ce que c'est d'autre que de la feste? Oui, c'est vrai que, enfin bon, moi je débute vraiment, hein, j'essaye de comprendre l'avantage qu'on aurait à faire ça par rapport à nos formations qui se font de toute façon en alternance. Donc comment on peut ajouter finalement cette modalité de formation. Moi, j'ai imaginé, mais vous allez me dire si c'est quelque chose où je rentre là-dedans, sur une formation qu'on appelle donc DEGEPS, on a une partie de formation de formateurs. Est-ce que on peut imaginer que on fait des cours, on va dire théoriques sur apprendre à apprendre, et puis etc. Et ensuite, on les met en situation de travail où on va les mettre face à un public. Mais là, je ne vais pas mettre toute ma promotion, mes 22 DEGEPS cyclisme face à des jeunes, face à un public. Donc, je vais faire des petits groupes où je vais les emmener face à un public où eux vont devenir formateurs. Est-ce que ça, on est dans une situation de travail dans le cadre de la FEST? Alors, il faudrait être peut-être un peu précis là-dessus, c'est-à-dire que les situations de formation sont des situations de travail. Donc, on peut former des formateurs en situation. Alors, malheureusement, à l'Éducation nationale, par exemple, il y a très peu d'initiatives en la matière et c'est bien dommage. Donc, il n'y a pas de souci pour former en situation des formateurs, indépendamment des cours théoriques. Maintenant, le truc, c'est que la FEST, ce n'est pas de l'enseignement, c'est vraiment de la formation. Mais ça n'exclut pas le fait que des gens
reçoivent un enseignement par ailleurs. Alors pourquoi je dis ça? Parce que la différence avec l'alternance institutionnalisée classique, c'est qu'en alternance, on parle de pédagogie de l'alternance, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de pédagogie dans cette histoire-là. Le lieu de production du matériau pédagogique, c'est la salle de classe pour faire court. C'est l'enseignement. Et ce qui se passe en situation, parce que ça existe aussi, c'est une phase applicative. Et là, c'est très, très différent de la FEST. C'est-à-dire que ce qui se passe en situation en AFEST n'a rien d'une phase applicative, puisque c'est le lieu où on produit le matériau pédagogique. Cette différence est essentielle. Donc, il y a quelque part quelque chose de complètement perpendiculaire entre l'alternance classique et la FEST. Dans l'alternance classique, vous êtes en situation, mais vous appliquez quelque chose ou des savoirs qui auraient été appris ailleurs. Voilà, c'est ça qui définit le cadre de l'alternance. Dans le cadre de la FEST, il n'y a pas de savoir appris ailleurs. Le savoir, vous l'apprenez précisément en situation à partir de ce que vous produisez vous-même. Alors, pour répondre à votre question, Florent, oui, on peut faire des AFEST là, mais il faut bien avoir ça à l'esprit. C'est-à-dire le savoir n'est pas produit en classe, il est produit dans une situation de formation à partir de ce qu'elle produit elle-même, cette situation, comme matériau susceptible de pouvoir être mis en perspective par la personne qui est un formateur, qui accompagne le formateur de formateur. Si je veux être plus précis par rapport à la formation de formateur, une formation de formateur, elle a plusieurs types d'objectifs. Il y a certains objectifs qu'on a intérêt effectivement à mettre en œuvre en situation et d'autres qui relèvent d'autres modalités. Oui. Bon, finalement, la FEST, c'est une modalité, ça peut s'intégrer dans un parcours multimodal. Et là, il faut choisir les objectifs intéressants, c'est-à-dire peut-être que pour un formateur qui est en train de progresser dans cette activité, il y a un moment, par exemple, comment on régule un groupe de personnes à former. Bon, c'est difficile à expliquer en formation théorique. Là, il vaut mieux peut-être mettre les gens en situation. Bon, on peut aussi faire de la simulation, des travaux de groupe, mais en tout cas, il y a à réfléchir. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la formation des formateurs dans le cyclisme, mais par contre, ce que je sais, c'est que tous les formateurs, à un moment donné, sont confrontés à des situations auxquelles ils n'ont pas été préparés par la formation classique. Et là, c'est intéressant d'identifier, ça c'est un peu votre responsabilité, d'identifier, voilà, c'est quoi les objectifs que j'ai intérêt à mettre en place en AFEST. Moi, je me souviens d'une enquête que la DARES, qui est la direction des études du ministère du Travail, avait fait auprès d'alternants et d'apprentis il y a quelques années. Ils n'ont jamais réédité cette enquête. Ils avaient demandé aux jeunes, bon, qu'est-ce qu'ils avaient appris en centre et qu'est-ce qu'ils avaient appris en entreprise. Bon, ils leur demandaient un peu de comparer et de donner leurs sentiments sur les espaces où ils avaient appris, de leur point de vue, le plus de choses. Et très majoritairement, les jeunes disaient qu'ils avaient plus appris en entreprise qu'en CFA ou en centre. Bon, je pense que ça a dû arrêter la logique de faire cette enquête parce que ça a déstabilisé évidemment toutes les représentations habituelles. Mais je pense que c'est important de voir qu'est-ce que l'entreprise peut apporter comme valeur ajoutée par rapport à un parcours de formation. Oui, parce que le paradoxe dans cette histoire, par rapport à ce que je disais, c'est que très souvent, les gens qui sont en alternance sont livrés à eux-mêmes. Alors évidemment, il y a un maître d'apprentissage, mais qu'est-ce qu'on vérifie? Il a les qualifications nécessaires pour se faire, ou alors un tuteur, c'est un peu la même chose. Mais contrairement à, et Paul le relevait tout à l'heure, à la détermination de la FEST, même dans la réglementation, ou avec ce présupposé pédagogique, là, il n'y en a pas. C'est-à-dire dans la phase applicative, bon, bah, il se passe ce qui se passe, quoi. Et alors, c'est intéressant de repartir de ça. Si, en dépit du fait que les jeunes soient un peu livrés à des apprentissages, je dirais, bon, peu ou prou organisés, mais quand même un peu incidents dans ces espaces-là, si on formalisait un peu ça, parce que c'est d'emblée l'espace où ils disent qu'ils apprennent le plus de trucs, alors là, pour le coup, on obtiendrait sans doute des résultats rapides et peut-être spectaculaires d'ailleurs,
sur leur façon de développer des compétences. Et puis, Paul aussi, à travers ce qu'il a dit un truc qu'on a déjà pointé plusieurs fois, c'est que la phase de diagnostic, la phase amont, la description de ce qu'on veut faire et la stratégie qui est la nôtre en matière de développement de compétences, là, la FEST, elle nécessite que ces phases prennent un peu d'épaisseur. Si je forme des formateurs, effectivement, qu'est-ce qui serait pertinent de former comme compétences en situation versus d'autres compétences auxquelles je pourrais travailler avec d'autres modalités. Le multimodal, évidemment, est l'idéal dans tous les cas, quoi. On a plein d'outils, pourquoi ne pas s'en servir? Ok, on a une deuxième question de Bernard. Bonjour à tous, excusez-moi, je suis arrivé un petit peu en retard. Donc Bernard Denis, responsable du département formation du CREPS Guadeloupe, en Antilles-Guyane, basé à Pointe-à-Pitre. C'est juste une remarque par rapport à l'alternance. Je ne sais pas si mes collègues seront d'accord avec moi, mais on a quand même beaucoup bougé sur la conception de l'alternance. À mon sens, on n'est plus du tout dans une phase applicative, c'est-à-dire de la théorie en centre et de la pratique en entreprise. L'alternance est un lieu différent d'apprentissage et de construction de la compétence. Mais concernant notamment, je vois nos BP, où le cœur de métier reste l'encadrement, pour nous, on en fait pratiquement pas autant, mais on fait aussi beaucoup de mise en situation pédagogique avec des publics qu'on fait venir dans l'établissement sur les heures en centre. Et on en fait aussi beaucoup, évidemment, en alternance. Mais, et dans l'alternance, il y a aussi beaucoup de retours sur des connaissances et théoriques suite aux séances pédagogiques faites par le tuteur ou faites par des formateurs dans le suivi d'entreprise. Donc, on n'est pas du tout là-dessus, quoi. Oui, non, mais j'espère. C'est-à-dire que ce que je décrivais là, c'était grosso modo la critique qu'on adressait il y a depuis très longtemps à l'alternance dite juxtapositive. Mais vous avez des acteurs qui, comme vous peut-être, qui à un moment donné sont passés à autre chose et à des formes plus intégratives, qui désignent d'ailleurs ce type d'aller-retour là. Et donc, est-ce que pour les autres, ceux qui sont restés sur place, je dirais, ce qu'on a imaginé, c'est que ce qu'on a travaillé autour des formations en situation de travail puisse les inspirer pour développer des formes plus intégratives d'alternance. Je ne dis pas que ça n'existe pas, ce n'est pas ça, hein, mais je disais qu'en alternance, dans le code du travail, qui est le truc qui est sur mon bureau, là, on dit pas comment faire, et ce qui est désigné comme formation dans l'entreprise, etc., c'est voilà, le sous-jacent, c'est une conception purement applicative du truc. Maintenant, ça ne veut pas dire que les CFA n'aient pas développé des pratiques beaucoup plus intéressantes. Mais le modèle économique de l'apprentissage ou du contrat de professionnalisation, etc., positionne l'opérateur de formation comme pivot du chiffre d'affaires à construire autour de ça. C'est-à-dire que le modèle économique ne facilite pas un meilleur équilibre entre l'apport de l'entreprise et l'apport de l'organisme de formation. Moi, pendant longtemps, j'étais à l'AFPA, j'ai rappelé une maison comme l'AFPA, même hésité à développer de l'alternance, parce qu'elle considérait que ce qu'on achète dans le champ de la formation, c'est des heures stagiaires, et que les heures stagiaires, vaut mieux les produire soi-même en tant qu'opérateur de formation que de laisser l'entreprise porter une partie de la transmission des savoirs. Donc, le modèle économique aujourd'hui est à réfléchir, parce que si on veut promouvoir la FEST, on a besoin aussi d'avoir un modèle économique qui incite l'entreprise à se mobiliser autour de cette affaire. Okay. Bonjour, je suis au CREPS de Montpellier, moi. Donc, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. On a quand même un problème sur le financement de ce travail-là, puisque les OPCO ne le reconnaissent pas du tout, puisque les heures en entreprise ne sont pas payées.
Donc, moi, j'ai un réel problème de financement parce que la FEST, j'essaye de le faire le plus souvent possible avec tous les BP que je suis, avec effectivement derrière des entretiens d'explicitation et du temps et avec juste un objectif. Aujourd'hui, on va regarder la régulation et donc on vient dans l'entreprise, on va voir le jeune et après, on fait un entretien derrière pour qu'ils comprennent effectivement ce que ça veut dire, parce que c'est très difficile à comprendre en termes de théorie et beaucoup plus en pratique. Mais le problème, c'est que financièrement, on peut pas le mettre régulièrement, quoi. On peut pas. Donc, on met ça comme des heures en centre, mais on ment déjà. Parce que financièrement, c'est pas soutenable. Et comment on le met aussi dans le ruban pédagogique, c'est-à-dire que c'est pas reconnu. C'est pas reconnu sur un ruban pédagogique. Moi, j'ai plusieurs problèmes par rapport à ça. Est-ce qu'il faut une convention spécifique? Est-ce qu'il faut, voilà, est-ce que comment faire? Je sais pas. Donc moi, je le fais, je mens et je reconnais. Et voilà, mais c'est pas du jeu, quoi. Alors, Nathalie, là, ce que vous venez de décrire, c'est le fait que dans un cadre alternant, si j'ai bien compris, vous développez des pratiques qui sont des pratiques pédagogiques de type formation en situation de travail. Voilà. Voilà. Mais dans le Code du travail, il y a deux lignes. Il y a une ligne pour l'action de formation, le A est compte dans cette histoire-là, et puis une ligne pour le contrat d'apprentissage. Et donc, ça veut dire qu'il y a deux circuits financiers séparés. Ce qui signifie que, et vous avez raison, c'est-à-dire que le mieux, et c'est ce que pointait, c'est Bernard, je crois, avant vous, oui. C'est mieux de faire de l'alternance en s'inspirant de pédagogies qui sont des pédagogies plus actives, type formation en situation de travail, voilà, d'une part. Mais effectivement, ces pédagogies-là, dans le cas alternant, la question qui se pose, c'est de savoir comment cet effort est reconnu et valorisé. Ouais. Et puis, il y a de l'autre côté les actions de formation en situation de travail, qui sont du côté de la formation professionnelle classique. Et évidemment, elles ont un circuit de financement plusieurs circuits de financement qui leur est propre. Mais on ne peut pas superposer en droit les financements des actions de formation et les financements de l'apprentissage. Voilà. Quand bien même ce pourrait être. Voilà. Par contre, on peut faire des choses intéressantes dans le cadre du contrat de professionnalisation. Et ça dépend en fait, parce que le contrat de professionnalisation, il est entièrement déterminé dans l'action de formation. En fait, voilà. Mais ça dépend des partenaires sociaux et des OPCO. C'est à eux de savoir où est-ce qu'ils mettent leurs billes, quoi. Moi, j'en ai très peu. J'en ai très peu parce que ça coûte cher à l'entreprise et donc ils préfèrent les contrats d'apprentissage, en fait. Ah, aujourd'hui, c'est sûr. Voilà. J'en ai très peu, moi. Je dois en avoir un cette année sur 30. Donc voilà. Donc c'est pas. Je pourrais pas jouer avec ça, mais c'est vrai que c'est un réel, quand même, c'est un réel problème. Le problème principal, c'est celui que pointait Paul tout à l'heure, c'est-à-dire comment on intéresse l'entreprise. C'est la question du modèle économique, c'est aussi, il ne faut pas confondre, alors dans les débats, on confond souvent ça, le modèle économique de l'OPCO, par exemple, ou le modèle économique de l'organisme de formation, et le modèle économique de l'entreprise. Et là, de la formation dans l'entreprise. Et là, la question de la FEST pose la question du modèle économique de la FEST pour l'entreprise. Et cette question-là, elle est assez mal instruite, aussi bien parce qu'à un moment donné, donc c'est toutes ces études préalables, etc., où il faut quand même, à un moment donné, montrer à l'entreprise quel est son avantage à elle de mettre au pot, quoi. Et oui. Parce qu'il faut qu'elle mette au pot. Et c'est pour ça que je pensais qu'il doit y avoir aussi une impulsion à la fois du côté des branches et des secteurs d'activité, parce que on peut avoir effectivement des entreprises un peu innovantes qui se lancent dans ces affaires-là, mais ça peut rester marginal. L'intérêt de la FEST, c'est que ça modifie complètement, finalement, la place de l'entreprise dans le système de formation professionnelle dans son ensemble, un système de formation professionnelle qui s'est construit
sur l'externalisation de la formation et sur l'achat d'heures stagiaires à des organismes de formation, qui fait qu'on est le pays où il y a le plus de prestataires de formation du monde. Bon, je crois qu'on doit avoir, comme le nombre de communes en France, on a plus de communes que l'ensemble des pays d'Europe réunis, on a plus de prestataires en France que dans l'ensemble de l'Europe réunie. Et là, évidemment, on a un vrai problème par rapport à ça, quoi. C'est-à-dire que structurellement, bon, on a un appareil de formation pléthorique qui, malheureusement, est en difficulté pour suivre les transformations du travail. Je l'évoquais en début, c'est-à-dire, on peut nous dire que 70 000 prestataires agiles sont en phase avec les besoins des entreprises, mais ce n'est pas tout à fait vrai, quoi. Bon, donc, voilà, il y a un moment donné où l'ensemble des acteurs va devoir pousser pour qu'on modifie le modèle économique d'ensemble. Bon. Mais déjà, si on arrive à se construire une doctrine en matière d'ingénierie de formation intégrée au travail, c'est déjà un grand pas parce qu'on pourra démontrer que cette affaire-là est rentable socialement, économiquement, écologiquement. Voilà. C'est l'intérêt de tout le monde, quoi. Moi, ce qui m'a frappé dans l'expérimentation, c'était quand même l'adhésion du collectif de travail par rapport à la démarche. Ce n'est pas tous les jours qu'on a des démarches où il y a une adhésion collective, à la fois de l'employeur, des salariés. Bon. Ça, c'est un élément important de la démonstration aussi. Quand quelqu'un est envoyé en formation et revient, en quoi ça intéresse l'entreprise et le collectif? On peut s'attendre à ce que sa productivité individuelle ait progressé, mais pour le reste, voilà. L'AFEST, quand on organise une AFEST, on ne peut pas ne pas intéresser ce qu'il y a autour de l'apprenant ou des apprenants. Bon, alors ça n'implique pas tout le monde, mais ça concerne tout le monde. Et cette distinction a un sens, quoi. Et ça crée une différence. C'est-à-dire que quand il y a un apprenant dans une AFEST, il est possible que le collectif apprenne lui-même. Et ça, ce n'est pas indifférent dans cette histoire-là. Et on vérifie directement, concrètement, ce qu'on a acquis en compétences et en production et en service. C'est-à-dire qu'il y a une vérification collective de la montée en compétences de la personne ou du groupe. Ce qui est moins évident avec une formation qui était faite à l'extérieur, où on a des difficultés à évaluer l'impact, etc. J'ai vu à l'instant qu'il y avait des questions là. Voilà. La question de Stéphanie sur désigner, qualifier les compétences, voilà, suppose la réécriture des référentiels. Alors non, pas forcément. Pour la raison que j'ai indiquée tout à l'heure, on peut faire avec les vieux. L'importance du référentiel en formation, c'est qu'il soit mis en débat, qu'il serve à la discussion. Par contre, si on va à la certification et si l'AFEST est un chemin privilégié pour aller à la certification, bah oui, alors là, il faut rendre compatible, grosso modo, la cible et le chemin, quoi, je dirais. Et puis la question de Sylvain, oui, pourquoi pas, faut voir, quoi, peut-être. Il décrit une situation, quoi. Voilà. Sur les blocs de compétences, je vois une question sur oui, c'est la ça. Ouais. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres réactions? Tiffaine? Oui, bonjour. Je voulais vous demander, en fait, donc si je reviens très concrètement, par exemple, l'organisation d'un BP voile, on a de la théorie le matin et de la pratique l'après-midi dans un club de voile avec l'ensemble des stagiaires. Si on a bien analysé complètement l'activité, décortiquée en tâches, parce que je pense que c'est ça, hein, toute l'histoire du diagnostic, c'est vraiment d'aller sur la tâche et d'analyser donc les tâches qui vont être évaluées. Est-ce qu'en collectif, on peut imaginer que ça fait partie d'une AFEST d'être dans le club de voile, d'organiser par exemple une pratique d'encadrer en toute sécurité?
Et ensuite, est-ce qu'on doit faire par exemple, est-ce que si on a fait une analyse de pratique en collectif, ça correspond également à la modalité de la FEST, ou est-ce qu'il faut faire des entretiens d'explicitation très spécifiques en one-to-one, enfin, chaque stagiaire avec le formateur. Et en fait, comment très concrètement on justifie qu'on fait une AFEST? Est-ce qu'il faut qu'on soit certifié référent AFEST dans une structure? Est-ce qu'on peut juste si on balise très bien et qu'on explique que notre AFEST, on l'a construite de telle façon, est-ce qu'elle rentre comme une AFEST dans notre référentiel et comme ça, on peut avoir des subventions d'OPCO et rentrer dans le cadre AFEST? Je ne sais pas si c'était clair, mais… C'est-à-dire qu'il nous manque pas mal d'informations pour pouvoir vous répondre. Je vais répondre par le petit bout de la lorgnette sur le référent AFEST. Donc, il y a un opérateur du marché, parce que la formation professionnelle est dans le marché, qui a imaginé qu'il fallait être qualifié, par exemple, formateur AFEST. Donc, il a inscrit au RNCP, voilà, et il y a pas mal d'OPCO qui ont dit, bah, nous, on veut que nos intervenants soient certifiés. Voilà. Alors, c'est très, très dommage, c'est-à-dire que l'État regrette non pas que cet opérateur ait déposé une certification, il est libre de le faire, mais que ça devienne un point de passage obligé pour des opérateurs qui ont des missions d'intérêt général, parce que ça ne correspond à aucune exigence de nature réglementaire. Et que plutôt ça tarit, je dirais, le marché, cette histoire-là. Donc, ça nous gêne un petit peu. Il faut que vous le sachiez. C'est-à-dire que être certifié formateur AFEST ne correspond à aucune exigence, quoi. Et donc, le décret, il est très simple là-dessus. Il faut un formateur, mais on ne dit pas qui il est ou quelle qualification il doit avoir. Et si on le disait, ben, voilà, on se tirerait quand même une balle dans le pied sur le déploiement de ces actions. Après, pour répondre à votre question, il faut savoir quel est le statut des gens que vous formez, quoi. Ils sont apprentis, voilà. Parce que ça renvoie à la question que j'évoquais tout à l'heure. Est-ce qu'on est en formation? Est-ce qu'on est dans un cadre de formation professionnelle? Voilà. Donc, on a une action de formation. Et bien oui, il faut donner des preuves qu'on est bien qu'on respecte les conditions de la FEST. Mais si on est dans un cadre alternant, on peut s'inspirer des pédagogies, mais pour le coup, on ne peut pas cumuler les financements. Donc, ça pourrait être pour ceux qui ne sont pas alternants, qui puissent justifier d'un financement avec un OPCO, donc en formation professionnelle. Oui, sachant que sinon, on est dans le coût contrat, enfin, on est dans le… Mais qu'ils ne soient pas forcément dans leur entreprise, parce qu'en fait, là, ils seraient dans une… Enfin, en fait, ils seraient dans l'OF, qui est comme une entreprise dans laquelle ils pourraient être… Vous voyez, ils ne sont pas dans leur entreprise, on ne va pas dans leur entreprise pour les former. On fait comme si on était en situation de travail. Alors non. Non. Donc en fait, oui, on est limité parce qu'en fait, soit on a des alternances, soit… Mais nous, on a peu d'actions dans des entreprises avec des collectifs de travail qu'on va former. Parce que la FEST, par définition, est en situation de travail. Ce n'est pas de la simulation. On est vraiment… Pardon, je sais pas s'il y a d'autres questions, je peux prendre. Du coup, ça m'a un peu perdu, votre réponse. Parce que là, je crois que le cas de la voile, c'est ce qu'on fait tous, c'est-à-dire qu'on est en vraie situation de travail, c'est-à-dire qu'on emmène nos stagiaires face à des vrais élèves, face à des vrais sportifs, et ils sont dans une vraie structure, et ils sont vraiment en situation de travail. Par contre, ils ne sont pas dans la structure pour laquelle on est conventionné, où ils font leur alternance. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la structure du stagiaire. Chacun de nos stagiaires ont une structure individuelle où ils font leur alternance. Là, en l'occurrence, on emmène tout le groupe dans une autre structure, qui peut être un club, qui peut être une école, qui peut être tous nos partenaires avec qui on travaille, mais c'est des vraies situations de travail, c'est pas fictif, c'est des vrais élèves, des vrais sportifs qu'ils auront en face. Donc, mais du coup, pour vous, ça, c'est pas de la FEST. C'est de la FEST, F-E-S-T, c'est pas de la FEST, A-F-E-S-T. C'est-à-dire c'est une inspiration pédagogique, mais la qualification d'action de formation, c'est plus compliqué, il faut voir quoi sur pièce. Je ne peux pas répondre définitivement à cette question.
Voilà. Parce que du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on emmène tous nos stagiaires. Enfin, en fait, ça doit se dérouler dans leur structure d'alternance, en fait. Ça doit se dérouler dans la situation de travail, enfin, dans la vraie, quoi. La leur. La leur. Pas dans une autre, qui est vraie, mais qui pourrait être une autre, mais c'est pas ça, c'est dans la leur. Et qu'ils ne soient pas apprentis. Non, mais la question de apprenti, pas apprenti, c'est la question des circuits de financement. C'est pas la question il faut séparer la pédagogie de la question des circuits de financement. Maintenant, il y a un présupposé pédagogique du côté de l'action de formation en situation de travail. L'action de formation en situation de travail est une action de formation. Le contrat d'apprentissage, c'est le 4e point de l'article L, je ne sais pas quoi, du Code du travail. C'est voilà, le contrat d'apprentissage. Les lignes sont séparées, les circuits de financement sont séparés. Dans le contrat d'apprentissage, vous pouvez avoir des pédagogies actives. Rien ne vous en empêche et développer une alternance plus intégrative, etc., avec des liens, des partenariats avec l'entreprise, parce qu'il y a derrière, il y a un contrat de travail, hein, une entreprise. Voilà, ça c'est pas. Mais vous ne pouvez pas émarger à un autre circuit de financement. Par contre, si vous développez des actions de formation en situation de travail, vous les déployez dans l'entreprise. Il faut distinguer l'ingénierie de construction d'une AFEST, bon, qui peut être mobilisée tout ou partie dans une formation en situation, bon, dans un centre de formation, dans une autre structure périphérique. Bon, le fait de mettre les gens en situation de réalisation d'une tâche professionnelle, ce n'est pas une AFEST, c'est une formation en situation. Bon, l'AFEST, c'est quand l'entreprise intègre dans son organisation du travail une dimension apprenante qui va être ciblée sur un ou plusieurs apprenants. L'AFEST, avec un A, c'est l'entreprise qui est au cœur de la démarche. C'est elle qui modifie sa façon de travailler pour introduire un processus d'apprentissage. Ça peut servir évidemment à l'alternance, à l'apprentissage. Si vous travaillez avec une entreprise, si un CFA travaille avec une entreprise qui développe des AFEST, ça va rendre évidemment le processus d'apprentissage plus intéressant. Mais en même temps, bon, imaginez une entreprise qui crée son propre CFA, bon, elle aura peut-être intérêt aussi à développer une ingénierie de l'AFEST, bon, pour pouvoir avoir une mobilisation du collectif de travail. En tout cas, on est vraiment aujourd'hui devant une situation un peu compliquée, hein, moi je l'avoue. Une entreprise qui avant créait son CFA, elle reproduisait la logique de séparation entre l'organisation de l'apprentissage et puis l'application dans les ateliers ou dans les services. C'est-à-dire que c'était le CFA qui faisait la loi. Quand les banques et assurances ont développé des très grandes structures de formation d'entreprise, bon, sont devenus des États dans l'État. C'est-à-dire que c'est l'organisme de formation qui disait à l'entreprise comment il fallait faire. Bon, là, la FEST, on commence à avoir un raisonnement différent qui est d'instrumenter l'entreprise et de créer les conditions pour que l'entreprise devienne formatrice, avec toute une série de conditions. C'était un bouleversement, hein, bon, important. Hein. Bon, mais on n'a pas de réponse à tout parce que le système d'ensemble n'est pas organisé autour des AFEST aujourd'hui. L'AFEST, c'est une dynamique qui est en train de se développer, mais qui sera peut-être stoppée si on ne parvient pas à reconstruire un modèle économique adapté. Donc, si je résume, donc, pour rejoindre Florent en problème de voile, il faudrait qu'un club de voile ou un club de cyclisme nous missionne pour faire une certification de leurs stagiaires dans le club pour qu'ils montent en compétences pour devenir des éducateurs. Donc là, oui, on pourrait faire des AFEST, nous, CREPS,
Voilà. Ou alors, on pourrait faire des AFEST, avoir une AFEST dans notre CREPS à nous pour monter en compétence des personnels du CREPS qui, par exemple, ou quelqu'un qui part à la retraite et former son Tout successeur. à fait. Voilà. Et là, on est dans de l'AFEST, mais ça concerne plutôt les DRH des CREPS qui doivent faire monter en compétence les agents des CREPS. Absolument. Et nous, en fait, on n'a pas la possibilité actuellement d'intégrer des AFEST comme ça peut être, comme c'est vraiment la pure méthode dans nos BP, nos DE, nos certifications, en fait. Ouais. Voilà. Merci. Bon, À ceci près que je ne sais pas si c'est qu'une histoire de DRH. C'est-à-dire que voilà. On est quand même sur la GPEC à ce moment-là, quand on forme sur les compétences des agents. On a besoin d'avoir une vision RH de la structure. Oui, c'est pas le RH qui va les former. Non, mais il y a bien une conception. Là, on est vraiment dans ce que vous entendez par une entreprise. C'est-à-dire que là, on est dans la structure entrepreneuriale, avec la direction, la RH qui est concernée par la montée en compétence des agents. Oui, la FEST est une stratégie du management, de toute façon, donc il faut qu'elle apparaisse. Mais c'est vrai que les deux cas polaires que vous citez me semblent être, oui, assez justes en ce qui vous concerne. Et puis, modulo le fait que la pédagogie, elle peut inspirer des tas de trucs. Ah oui. Et nous, après, on a besoin d'avoir des financements aussi. Forcément, nous, notre base, c'est la pédagogie. C'est notre ingénierie, on est les mains dans le cambouis toute la journée dans la pédagogie. Après, forcément, on est lié à des financements. La FEST, on sait bien que ça nous permet d'ouvrir aussi des financements possibles. Donc, forcément, on est lié aussi à ça, comme l'apprentissage, les contrats de professionnalisation. On tire les leviers un peu partout. Voilà. Donc, c'est le nerf de la guerre, hélas. Comme je l'ai... Oui, pardon, Paul. Oui, la FEST génère aussi une fonction d'accompagnement des entreprises ou des structures, c'est-à-dire que ce qui était visible dans l'expérimentation qu'on a lancée, c'était le fait qu'il y avait un accompagnateur de cette affaire-là, externe à l'entreprise, et qui crée les conditions à la fois du repérage des formateurs d'entreprises potentielles, et qui aidait à la mise en place de la méthode et de la démarche. Donc, j'imagine que le CREPS peut développer une fonction d'accompagnement des structures pour mettre en place cette démarche-là, comme les branches pourraient demander aux OPSO de mettre en place une démarche d'accompagnement de la mise en œuvre des AFES dans les entreprises. Bon. Nous n'avons pas défini, autrement dit, qui peut être le tiers intervenant qui aide à la structuration de ça et jusqu'où il va. Alors, un certain nombre d'organismes de formation disent « Oh là, mais ça nous pique des trucs, cette histoire-là ». Évidemment, puisque potentiellement, le formateur peut être recruté en interne à l'entreprise. Et puis d'autres se sont dit « Ah non, mais au contraire, ça peut nous repositionner sur des trucs à haute valeur ajoutée en matière d'ingénierie de formation et de conception ». Voilà. Et quand ça marche bien, c'est plutôt ça le cas, quoi. C'est-à-dire que un organisme devient une espèce d'architecte, quoi, de la formation interne à l'entreprise. Le maillon faible dans notre système de formation professionnelle, je prends l'ensemble, hein, c'est l'orientation. Bon, ça, on sait qu'on n'est pas bon en orientation professionnelle, on ne sait pas bien orienter les personnes par rapport à leur avenir professionnel. Et c'est l'ingénierie de formation. Elle est sous-développée. Bon, moi, j'ai discuté avec des dirigeants de structures de formation implantées au niveau national, bon, avec 500 ou 600 formateurs, et je leur demandais, mais comment vous formez vos formateurs, comment vous les accompagnez sur le plan des méthodes, etc. Et le directeur de l'organisme disait, mais je n'ai pas les moyens aujourd'hui. Il y a longtemps, j'avais 3 ingénieurs de formation qui accompagnaient mes formateurs. Maintenant, je n'ai plus les moyens de financer cette ingénierie. Donc, les formateurs se débrouillent. Voilà.
Bon, donc, mais je pense qu'il y a peut-être à travailler avec les différents financeurs et les décideurs en matière de formation, bon, de mieux d'investir sur l'ingénierie de formation. Un organisme de formation, ce n'est pas simplement un producteur d'heures stagiaires. Il doit maîtriser une ingénierie, des méthodes, etc. Et il doit être utile, il doit avoir une valeur ajoutée par rapport à des entreprises formatrices. C'est un débat important. Je ne suis pas sûr, Paul, mais je ne sais pas ce que tu en penses, qu'on soit très moderne non plus en ingénierie de certification. On n'est pas non plus, on est très compliqué. Bon, je regarde la question sur les référentiels de certification qui doivent être construits en blocs de compétences, etc. Bon, c'est pourquoi les blocs de compétences? Bon, il y a des métiers qui prédisposent à la construction, à des blocs de compétences. Il y a des métiers qui ne prédisposent pas à des blocs de compétences. C'est un débat très compliqué. Bon, donc, on rigidifie des choses. Bon. Ok. Il y a Mourad qui lève la main depuis un petit bout de temps. Oui, bonjour à tous. Mourad Oisir, IDCS pour Devoir en Bourgogne-Franche-Comté. Alors moi, ça fait plusieurs webinaires ou colloques ou choses que je suis sur la FEST. Et alors, je viens toujours avec plein d'entrain, mais je ressors toujours avec plus de questions que je n'avais au départ. Enfin, je trouve que c'est une modalité qui peut apporter beaucoup, mais qui a l'air un peu complexe, ou en tout cas pas définie de manière super claire. Et là, je voulais revenir par rapport à ce que disaient les collègues juste avant sur la relation avec l'entreprise, l'OF et l'entreprise. Moi, j'en avais une autre interprétation qui est la suivante, c'est qu'effectivement, pour nous, organismes de formation, l'idée, c'est que l'entreprise soit un partenaire dans la mise en place de la FEST au bénéfice donc, du jeune apprenant. Dans l'entreprise, on a un tuteur, un référent à FEST, un formateur, je ne sais pas trop, qui de fait, alors est peut-être salarié de la structure entreprise, mais membre de l'équipe pédagogique, membre de l'équipe de formation de l'OF. Est-ce qu'en disant ça, je suis dans le vrai? Et si oui, comment on peut éclaircir cette relation-là ou pas? Ou est-ce qu'à l'inverse, comme disait c'est Florent Kichel, je crois, est-ce que c'est un formateur de l'OF qui va dans l'entreprise? Mais dans ce cas-là, on n'est plus trop dans une... Alors, voilà, c'est la différence entre la MST et la FEST que j'essaie de cerner. Quoi. En fait, ce que je disais au début, c'est-à-dire que je ne sais pas. Ça peut être un formateur d'un OF qui va dans l'entreprise ou un formateur de l'OF qui forme un des pairs de l'apprenant dans l'entreprise qui n'aurait pas été formateur au départ, qui pourrait avoir ou pas la qualité de tuteur. Et en quoi ça vous dérange que la chose ne soit pas déterminée a priori par une réglementation? Alors, c'est pas que ça me dérange, c'est en essayant de comprendre, puisque n'étant pas encore tout à fait familier, il y a beaucoup de flou autour de cette question-là. Ce qui me dérange, c'est pas en fait que ce soit l'un ou l'autre, c'est de savoir si légalement ça peut être l'un, ça peut être l'autre, ça doit. Est-ce qu'il y a Alors, j'ai eu une réponse ici sur le fait que une formation à FEST ou référent à FEST n'est pas une obligation légale, a priori, si j'ai bien compris. Oui, ça ne correspond à aucune exigence de nature réglementaire. Nous n'avons jamais dit qui devait être formateur à FEST. N'importe qui. Ok, donc en fait, on a une totale liberté. Totale liberté. Par contre, à côté de ces décrets-là, il y a un décret sur la qualité de la formation, mettons, parce qu'il y a de l'argent public, donc il faut de la qualité. On va faire court. Et alors, il y a un indicateur de qualité qui dit que celui qui aide l'entreprise quand il y a des formations en situation de travail, il vaut mieux qu'il le connaisse, qu'il soit en réseau avec l'entreprise, que les collaborations soient soutenues, etc. Ce qui signifie, quand on lit le truc à l'envers, c'est que la FES, ça ne peut pas être une prestation que je vous vends à distance complètement formatée. Ça suppose qu'il y ait des humains qui discutent
et qui voient ensemble quelle est la meilleure solution pour la déployer. C'est ça que dit ce critère de qualité, qui n'est qu'un critère de qualité, mais qui donne quand même une indication sur le fait qu'il y a une grande liberté, mais qu'on pressent qu'il vaut mieux connaître le milieu dans lequel on intervient, si on intervient à titre de tiers, ou bien connaître son propre milieu si on décide de se débrouiller tout seul. Une entreprise, après tout, et les grandes entreprises que je connais qui font très bien les AFEST ne recourent à aucun intervenant extérieur. Et elles se débrouillent, voilà. Et elles y mettent, celles-là, beaucoup d'argent. Et c'est donc quelqu'un de l'entreprise et pas quelqu'un de l'organisme de formation. C'est quelqu'un de l'entreprise. Okay. Et il est possible que cette entreprise, d'ailleurs, n'ait aucun organe ou aucune instance de formation véritablement. C'est-à-dire que ça peut être quelqu'un de la production ou une fonction qui se développe de façon transversale et je pense à quelqu'un de tout à fait particulier, hein, qui nous a accompagnés dans la rédaction du numéro spécial d'éducation permanente, qui est sans doute l'une des acteurs de la FEST les mieux dotés en France, parce qu'elle travaille chez Airbus et elle se préoccupe de peindre, de câbler, de construire les avions, quoi, grosso modo. Et alors cette dame, quand elle réclame des chèques à la production, elle les a dans les 5 minutes, parce qu'elle a réussi aussi à monter le modèle économique qui va avec. Chacun est persuadé chez Airbus que si elle n'était pas là, on perdrait beaucoup d'argent. En fait, l'objectif pour tout le monde, mais on n'en est pas sûr que ce soit pour tout le monde, c'est de rendre l'entreprise apprenante. C'est-à-dire, on s'aperçoit que plus l'entreprise développe ses fonctions formatives, bon, mieux elle est capable de travailler avec des organismes de formation externes, parce qu'elle n'a pas tout en magasin, bon, mais que tant qu'on aura un déséquilibre entre un appareil de formation pléthorique et des entreprises qui sont sous-dotées en fonctions formatives, on a un modèle qui est anti-économique et antisocial. Donc, il faut arriver, et tout le monde y a intérêt, à ce que l'entreprise monte en compétences en matière de transmission des savoirs, de développement des compétences. Et quand l'entreprise monte en compétences sur tous ces aspects-là, elle s'aperçoit qu'elle a besoin d'un appui aussi méthodologique, de ressources externes, d'apports critiques, etc. Bon, on a besoin d'une bonne synergie entre des structures de formation, au sens externe du terme, et des entreprises apprenantes. Bon, et c'est dans cette relation-là où on a un système éducatif et un système de formation performant, parce que tout le monde s'y retrouve. On n'aurait pas tous les problèmes qu'on a en termes de difficultés de recrutement en France si on avait une bonne synergie entre l'appareil de formation, le système de formation et le système productif. Donc, il faut essayer de remédier à ça. Et la FEST est un moyen, bon, de faire progresser cette idée que on sait plein de choses dans l'entreprise et on n'en est pas forcément conscient. On sait former sur certains objectifs. On sait contribuer à la montée en compétences de personnes, y compris de chômeurs. Bon, on peut imaginer que des entreprises se mettent tout d'un coup à se dire on a intérêt à former les chômeurs. Bon, parce qu'on présente des situations de travail qui sont intéressantes pour monter en compétences et demandeurs d'emploi qui attendent vainement de retrouver un emploi et qui ne sont pas contents des organismes de formation qui leur proposent des stages parking ou des choses comme ça. C'est la philosophie qui est derrière. Hein. Bon, alors je suis conscient que ça ne résout pas les problèmes pratico-pratiques, mais en même temps, quand on réfléchit à tout ça, on commence à trouver des astuces, des méthodes qui permettent de faire avancer le sujet. Et ça avance avec le dialogue. Finalement, si un organisme de formation fait la tournée des entreprises en disant est-ce qu'on pourrait travailler autour de mise en œuvre de la FEST, ben moi, je suis sûr qu'on peut faire avancer les choses et on trouvera les moyens et les méthodes adaptés à des objectifs qui peuvent être partagés entre des organismes de formation et des entreprises. Par exemple, en Suisse, il y a, dans le système d'apprentissage, il y a l'organisation de parcours de formation d'apprentis qui passent dans des entreprises différentes. Bon, et on s'est aperçu que le fait de passer dans des entreprises différentes pour apprendre le même métier qui se pratique différemment dans des entreprises,
différentes. C'est vraiment un moyen de mieux monter en compétence les apprentis parce qu'ils vont visiter, ils vont travailler dans des entreprises qui n'ont pas tout à fait les mêmes processus de production, les mêmes méthodes. Et tout ça, c'est vraiment formateur. Alors, en l'occurrence, Paul, j'ai appris il n'y a pas longtemps à un responsable d'alternance d'une grande université française que cette disposition existait en droit français. Il l'ignorait. C'est-à-dire qu'on a la possibilité d'aménager des parcours d'un alternant dans plusieurs entreprises. Ouais. Voilà, c'est dans le Code du travail. C'est bien caché quand même, mais bon, mais c'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres réactions pour aujourd'hui? Oui, Marion, j'ai une question pour M. Duclos et Santelman. On est plusieurs personnes ici intéressées parce qu'on est venu déjà aujourd'hui vous écouter. Il y a eu beaucoup de messages intéressants. Et la question, c'est est-ce que vous aurez des conseils on va dire, à une branche, la formation des métiers du sport aujourd'hui? On est quelques acteurs intéressés pour développer la FEST, ou en tout cas cette idée réflexive de la formation. Et est-ce que pour organiser des réseaux dans d'autres branches, sur des différentes expériences, différents acteurs que vous avez rencontrés, vous avez pu voir des choses qui se sont organisées pour structurer? Pour structurer quoi? Pour structurer l'organisation de formation à FEST de différents acteurs qui travaillent en commun. Oui, plein. Je suis un peu démuni pour vous répondre parce que je travaille avec pas mal de branches professionnelles et d'acteurs. Et la question, c'est que la structuration dans une branche, ce n'est pas les mêmes problèmes que dans une autre, quoi. Vous avez des branches où les acteurs entreprises sont très équipés en matière formative, etc. Et donc, la structuration, ça peut être, par exemple, un observatoire des métiers de la branche. Prenons le cas des assurances. Les gens des assurances sont très intéressés par les AFES parce que les métiers des assurances changent très, très souvent, mais ils n'ont pas besoin de créer tout un écosystème autour des entreprises. Ce n'est pas utile. Les entreprises, elles, peuvent prendre en charge, quand bien même il y aurait dans la branche des assurances des petits opérateurs. On n'est pas dans les banques, c'est autre chose. Mais ce n'est pas très nécessaire. Alors que dans d'autres branches, il est tout à fait nécessaire que vous ayez un milieu constitué de tiers intervenants qui soient structurés et qu'on fasse un effort précisément pour les structurer, qu'on fasse des appels à projets pour orienter aussi ou mettre à disposition des entreprises la ressource que constituent des OF, blablabla. La structuration, ce n'est pas tout à fait la même chose partout, quoi. Encore une fois, on ne peut pas dire d'en haut ou avec un point de vue de Sirius ce que sont les nécessités liées à l'organisation d'un milieu propice au déploiement des AFEST ici et là, parce que ça ne sera jamais pareil. Alors, je vois l'intervention de Stéphanie, là, à tout le monde, devenir tiers facilitateur, il existe une certification, etc. C'est de ça dont je parlais tout à l'heure. Il y a un certain nombre d'opérateurs et d'intermédiaires qui réputent que cette certification est obligatoire. Je voudrais le dire haut et fort ici, elle n'est pas obligatoire, elle n'est même pas facultative, elle ne correspond à aucune exigence. Maintenant, est-ce qu'on apprend quelque chose en allant se former auprès de ces campus là? Oui, certainement. Ce sont des gens très compétents, mais voilà, je redis, hein, ce n'est pas une obligation. Peut devenir formateur à FEST n'importe qui, pas n'importe comment, parce que quand même, on ne fait pas n'importe quoi dans nos métiers, mais a priori n'importe qui. Et ça, est-ce que les OPCO le savent, le pratiquent, ou est-ce qu'ils peuvent nous opposer tout à fait le contraire? Ils le savent, ils ne le pratiquent pas et ils vous opposent des trucs tout à fait contraires, précisément parce qu'à un moment donné, ils ont cru qu'ils allaient sécuriser leur action en réclamant par surcroît une certification du formateur AFEST. Je dirais que c'est presque contraire à ce que la législation leur réclame, c'est-à-dire de promouvoir, de faire la promotion de cette modalité formative. Oui. Oui, parce qu'on peut imaginer à ce moment-là le certificateur FOAD, le certificateur alternance, le certificateur auto-formation accompagnée.
Et donc là, mais alors en ce moment, on n'a même plus besoin de formation de formateur. Par contre, j'aimerais bien savoir si les cursus de formation de formateurs, aujourd'hui, intègrent cette dimension méthodologique des AFES ou réglementaire. Mais c'est très bizarre d'avoir des cursus de formation de formateurs qui durent 1 an ou plus, et puis un cursus de formateur AFES en 3 jours. Bon, soit c'est déjà des formateurs, bon, et c'est bien qu'ils aillent se perfectionner dans une formation, etc. Mais de là à obtenir une certification AFES qui leur donnerait un monopole d'intervention auprès d'entreprises ou autres, ça c'est un peu curieux, quoi. Bon, mais... La chance de ces campus, c'est d'avoir déposé cette certification avant la réforme, très vite. Et d'ailleurs, il m'a dit, le principal responsable, dit, tu sais, je t'ai lu, c'est pour ça que je l'ai fait, quoi. Et je dis, bah, c'est très astucieux. Mais aujourd'hui, il cherchera à la déposer, il ne le pourrait pas. Ok. D'autres remarques? Non? Eh ben, je vous propose qu'on clôture là-dessus. Merci Paul et Laurent pour toutes ces explications. Et puis, on essaiera de trouver un témoignage de quelqu'un qui a mis en place de la feste dans le cadre du sport sur une prochaine visio. Ça Et donc, m'intéresserait beaucoup. Est-ce qu'on pourrait être invité? Bien sûr, avec grand plaisir. Sinon, pardon, excusez-moi Marion, mais ce qu'on a fait, c'est que dans la présentation, là, les 2 derniers slides sont des ressources sur la FEST. Donc, on donne les coordonnées et puis aussi les coordonnées du colloque à venir. Eh ben, je ferai suivre à tout le monde le PowerPoint. Et puis, oui, on vous tiendra au courant sur l'intervention si on trouve la personne pour le témoignage. Avec grand plaisir, on vous réinvite sur notre jeudi du RNSPF. Merci beaucoup. OK. Merci à tous. Bon après-midi. Bonne fin d'après-midi. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Et au revoir.